Chapitre 20 Shogyo Mujo L'impermanence. J'enfilai ma veste, debout au milieu de ma chambre. Lentement, une manche, puis l'autre, avant de prendre le temps de remonter la fermeture éclair. Je levai le nez dans un soupir, admirant les rayons du soleil déclinant peindre la façade de la maison des Yoshikawa. La lumière était si douce, les soirs d'été. Hachan entra dans la pièce avec sa discrétion habituelle. Vêtue d'un petit débardeur blanc et d'un micro-short assorti, une serviette enroulée autour de la tête, elle semblait encore groggy par la chaleur de son bain. « Ah, ça fait du bien !» s'exclama-t-elle. « Bah, t'es habillée ?» J'esquissai un sourire. « Oui, Hayate passe me dire au revoir, alors. » Le visage de ma petite sœur perdit toute sa jovialité pour se faire grave et soucieux. « Oh, je comprends. » Nous étions le 26 juin, et Hayate décollait demain pour les États-Unis. 13 ans d'attente pour enfin fouler du pied la terre de l'oncle Sam, là où était né le sport pour lequel il respirait, la terre de tous les espoirs. Entre les préparatifs de son départ, son travail et mon baccalauréat, nos 3 derniers mois à deux avaient filé à une vitesse affolante, et nous n'avions pas eu le temps de réfléchir à notre séparation prochaine. Nous nous étions contentés de vivre sans penser à l'avenir, jusqu'à hier soir. J'avais passé la soirée au fast-food où il effectuait son dernier jour. Comme de coutume, nous avions échangé sourires et œillades complices tout le long de son service, puis il m'avait raccompagné en vélo chez moi. Pour la dernière fois. J'en avais pris conscience au dernier baiser avant de nous quitter. Jusque-là, nous étions dans le déni, mais là, impossible de fermer plus longtemps les yeux. J'avais tenu bon et n'avais pas pleuré devant lui. Hayate était pris entre l'angoisse du départ pour un pays qu'il avait idolâtré toute sa vie et l'excitation de toucher son rêve du bout des doigts. Il n'avait pas vraiment le temps d'être triste, et je refusais de le faire culpabiliser avec mes larmes. J'avais donc attendu d'être seule pour me laisser aller. Mon oreiller avait essuyé toute ma peine. Hachan traversa la chambre pour aller s'asseoir sur son lit dans un silence qui ne lui ressemblait pas. Je restais debout au milieu de la pièce, le cœur et l'esprit vides. Une solution pour éviter de ressentir. « Je sais que maman m'a interdit de t'en parler, » débuta Hachan, les yeux rivés à ses chaussons lapins. « Mais tu es triste, n'est-ce pas ?» Je hochai la tête. Impossible qu'elle ne m'ait pas entendu pleurer hier soir. « Oui, je suis triste. » « C'est vrai que ça va être dur d'être loin. Même si moi, j'aimerais bien qu'Akito parte aussi pour le Connecticut. » Elle leva les yeux au ciel en tirant la langue. « Il n'a toujours pas abandonné ?» m'étonnai-je. « Non, j'ai beau ignorer ses messages, il continue de m'en envoyer. Qu'il reste à Nara, il n'aura aucun mal à se trouver une copine avec sa face de daim. » Je pouffais. Nara, la ville où habitait désormais Akito pour ses études, était réputée pour ses daims qui gambadaient librement. Comme elle l'avait prévu, Hatsuna avait profité du départ d'Akito à Nara pour mettre un terme à leur histoire. Celui-ci avait d'abord accepté, passif et résigné, attitude qu'il avait adoptée depuis le début de leur relation, avant de se lancer dans une entreprise de reconquête à grands coups de fastidieuses déclarations d'amour écrites. La distance semblait lui avoir fait réaliser l'importance de Hatsuna à ses yeux, mais c'était trop tard. Celle-ci était passée à autre chose. D'ailleurs, depuis la rentrée, début avril, j'avais remarqué qu'elle parlait beaucoup d'un certain Takeru. Son portable bipa au creux de sa main. Elle le consulta avant de laisser filer un râle d'agacement. « Encore un message, j'en ai marre. Hayate veut pas l'emmener avec lui. » C'est un lycée pour garçons dont, techniquement, c'est faisable. « Ah, je savais pas. C'est bien ça, tu n'auras pas besoin de le surveiller comme ça. » Je ris doucement. Je n'aurai pas à le surveiller, de toute façon. Ça ne me concernera plus. « Hein » s'étonna-t-elle en se redressant sur son lit. « Attends, je comprends pas, là. Tu l'aimes toujours ?»« Oui, » approuvai-je sans hésiter. « Et lui aussi ?» Je levai les yeux vers le plafond. « Oui, je pense. »« Mais vous allez vous séparer ?» J'eus un pincement au cœur en l'entendant prononcer ces mots. Quand Hayate quittera Osaka demain, nous ne serons plus officiellement ensemble. Nous n'avions rien établi clairement, mais le week-end dernier, lors de notre ultime escapade en amoureux à Kobe, une destination qui n'avait bien sûr pas été choisie au hasard, nous avions poursuivi, à demi-mot, la discussion que nous avions commencée à l'occasion de la Saint-Valentin. Nous avions ressassé nos souvenirs, et celui de notre courte période d'éloignement durant les fêtes de fin d'année restait très amer. Nous n'avions pas été plus loin que cela, nous nous étions contentés de cette conclusion. Une relation entre la France, les États-Unis et le Japon nous ferait plus souffrir qu'une rupture. Alors c'était non. Nos routes se séparaient donc logiquement ce soir. Hatsuna se leva, effaré. « Mais pourquoi vous faites ça? C'est horrible !» Il part aux États-Unis réaliser son rêve. Je retourne en France dans 2 mois. Ça n'a pas beaucoup de sens de rester ensemble. Et pourquoi pas? Les relations à distance, c'est possible. Je m'apprête à rentrer pour au moins 3 ans, Hachan. Et lui, ce sera pour 1 an dans le pire des cas, ce que je ne lui souhaite pas. Hatsuna se décomposa. Attends, qu'est-ce que tu racontes là? Tu ne reviendras pas avant 3 ans?
Je lui adressai un sourire rassurant. « Si, bien sûr que je reviendrai. Quelques semaines, un mois ou deux, pendant les grandes vacances, mais pas plus. Je dois aller à la fac, je dois étudier dur pour pouvoir envisager de vivre ici dans de bonnes conditions. » Le visage de ma petite sœur se figea sous l'effet de la douleur, et son regard s'embua. « Oh, ne fais pas cette tête-là, Hachan, me désolai-je en sentant à mon tour les larmes arriver. On restera en contact, et puis, papa m'a promis de venir me rendre visite en France. Tu pourras faire partie du voyage. Ça ne te plairait pas de voir Paris ?» Elle baissa le nez. « Si, j'aimerais beaucoup voir ton pays, » avoua-t-elle à contre-cœur. « Mais je suis triste. » Je souris. « Hachan, j'ai besoin d'un diplôme, enfin. Je ne peux pas rester à... »« Non, pour Hayaté et toi. »« Je suis triste, » m'interrompit-elle. « Vous êtes un beau couple, vous êtes amoureux. Je pensais vraiment que vous resteriez ensemble. » Je sentis l'émotion me submerger. Comment défendre cette situation que je n'avais pas envie de défendre ? « Nous sommes trop jeunes, » murmurai-je. Avec 10 ans de plus, les choses auraient pu être différentes, mais là, 19 et 18 ans, il n'y avait rien d'autre à faire que vivre nos vies en attendant de grandir pour qu'elles puissent se recroiser sereinement. « Et tu n'auras plus de nouvelles de Hayaté ? Plus du tout ?» s'inquiéta-t-elle. Je regardai ailleurs. Nous ne nous sentions pas capables de rompre définitivement le contact, alors nous nous sommes mis d'accord pour quelques messages, le temps de regagner notre indépendance. Rien d'explicite, je m'étais contenté de lui demander de m'aviser de son arrivée au pensionnat, et il m'avait fait promettre de le tenir informé des résultats de mon bac. Pour la suite, le temps et la distance se chargeraient probablement de nous effacer de la vie de l'autre. Hachan m'observait en faisant la grimace. « C'est pas un peu débile ? Si vous vous aimez au point de ne pas pouvoir envisager d'arrêter de vous envoyer des messages, restez ensemble !» Sa façon de prendre notre défense m'amusa. Mon histoire avec Hayaté semblait importante pour elle, et jusque-là, je ne l'avais pas réalisée. « Hachan, nous devons vivre l'un sans l'autre. Je dois apprendre à vivre pour moi sans regarder en arrière. Et peut-être qu'un jour, je retrouverai Hayaté, la tête et le cœur disponibles. Peut-être qu'un jour, il pourrait me rendre complètement heureuse. » Ma petite sœur se laissa tomber allongée sur son lit. « Milulu, t'es beaucoup trop compliqué !» se lamenta-t-elle. Je m'éloignai vers la porte de la chambre. Il n'allait plus tarder. Je lui ai donné les ailes pour atteindre son rêve. Je ne lui retirerai pas. Elle se contenta de jeter rageusement une peluche dans ma direction pour manifester sa désapprobation. Cette réaction de petite fille capricieuse me fit rire. Je quittai la chambre et descendis les escaliers lentement, cherchant à faire des minutes des heures. Stupide. Demain à 17h, Hayaté serait dans l'avion même si je dévalais ses marches à reculons. Lorsque j'arrivai au rez-de-chaussée, mon père sortait de la cuisine. Il avait vraisemblablement fait en sorte de me cueillir. « Ah, Myrtille, tu vas dire au revoir à Hayaté ?» demanda-t-il sur un ton faussement désinvolte. « Oui. » Mon père pinça les lèvres avec un air contrit. Il y eut, évidemment, un silence pesant. « Bon, » reprit-il en tapant dans ses mains, « demain on ira se faire une virée à deux près de la gare de Kyoto. Shopping, déjeuner, on pourra même se faire un film si tu veux. Petite journée père-fille, après toutes ces révisions, tu as bien mérité de te détendre. Et puis on a intérêt à en profiter, parce que dans 2 mois, tu es parti. » Je souris, attendri par la bienveillance de mon papa. « Ce sera avec plaisir, même si je ne te promets pas d'être de très bonne compagnie. J'aurais besoin de me changer les idées, mais je risquais de ne pas être très joyeuse. » Mon papa ne me quittait pas des yeux, soucieux. Il baissa les épaules dans un soupir. « Ah, Myrtille, je suis désolée de te poser la question, mais je ne peux pas faire autrement. » Je le fixai, les sourcils froncés. Il prit une profonde inspiration. « Comment tu te sens ?» demanda-t-il d'une voix qu'il voulait maîtriser, mais qui trahissait de grandes inquiétudes. Je regardai ailleurs. Cette question, personne n'avait osé me la poser. Depuis 3 mois, Yumiko, Hatsuna, Sayaka, tout le monde nous préservait. Mais ce n'était pas la solution. La douleur était inévitable. Nous devrions bien nous y confronter à un moment ou un autre. Les larmes me montèrent. Je voulais être forte et courageuse, mais je n'en pouvais plus de mentir. « Franchement, pas bien du tout, » reconnus-je avant de fondre en larmes. J'étais démunie. J'avais tout fait pour qu'il parte, et maintenant que c'était effectif, j'aurais tout donné pour qu'il reste. Mon père s'empressa de me prendre dans ses bras. « C'est normal de craquer, ma puce. » Il m'embrassa sur la tempe. « C'est parfaitement normal. » Je me laissai aller dans les bras de mon papa. Je ne devais pas pleurer devant Hayaté, alors je lâchai la pression avec ceux qui m'aimaient et me soutenaient inconditionnellement. « On va bien s'occuper de toi, » me rassura-t-il. « Tu verras, tu n'auras pas 1 minute pour réfléchir, je te le promets. » Il me serra contre lui, une main sur ma tête. « Je sais ce que c'est de perdre son premier amour. Crois-moi, je sais ce que c'est, » me glissa-t-il tristement. Je m'éloignai pour pouvoir le regarder dans les yeux. Son regard brillait de cette lueur mélancolique, celle qu'il y avait chaque fois qu'il parlait d'elle. « Maman ?» supposai-je. Il acquiesça d'un discret coup de menton.
Tu sais, j'ai fait énormément de bêtises dans ma vie, des bêtises que je ne suis pas encore prêt à te raconter. Mais la plus grosse d'entre elles aura incontestablement été de laisser partir ta mère enceinte de toi. » J'esquissai un sourire. « Tu as Yumiko ?»« Oui, concéda-t-il. Grâce à cette énorme bêtise, j'ai pu changer et trouver la stabilité affective avec Yumiko. Mais j'aurais aimé que... Enfin, on ne va pas ressasser le passé. » Il s'arrêta là, troublé. Je le sentais plein de regrets, nostalgique, et je me reconnaissais en lui. Là, tout de suite, il était en train de penser « si seulement j'avais ». Je connaissais si bien cette sensation. Mon papa secoua la tête pour se reprendre et plongea son regard brillant dans le mien. Des fois, je me dis que j'aurais pu mieux te connaître, que j'aurais pu mieux faire. Je ne bougeais plus, en communion parfaite avec mon papa. Je n'avais aucun reproche à lui faire. Il fallait être deux pour construire une relation, et durant nos 5 années de séparation, je n'avais fait aucun effort pour rester en contact avec lui. Alors oui, il était un peu pâteau quand j'étais enfant, mais aujourd'hui, maintenant que j'étais adulte, il comptait. Il avait réussi à prendre sa place, et je me sentais proche de ce qu'il était. Et cette complicité aurait pu ne jamais exister. J'aurais pu ne jamais oser le rejoindre au Japon. J'aurais pu ne jamais tomber amoureuse de cette langue et de cette culture qui, je n'en avais aucun doute, m'accompagnerait toute ma vie. Pas de Yumiko qui me parlerait de Soseki, pas de petite sœur avec laquelle rire, pas d'adorable Moka, ni de Sunhee et d'Octavie, qui m'avaient appris à refaire confiance. Pas de lycée français et de mention bien au bac, au minimum. Pas de hayate, pas de karaoké, de match de basket, de matsuri, de déclaration sur le sable d'une plage près de Kobe, pas de cérémonie de fin d'études, pas de hotaru, de sayaka. Pas de départ pour les États-Unis, pas de rêve accompli. Sans même m'en apercevoir, je m'étais mise à sourire sincèrement. J'aurais pu ne jamais les rencontrer, si je n'avais pas choisi d'avorter. J'avais culpabilisé, j'avais regretté ce qui était arrivé. J'avais 17 ans, j'étais sous influence. Influence d'une société qui voulait imposer sa morale sur mon corps, me confisquer mon libre arbitre, m'accuser pour mieux me contrôler. Mon avortement était en réalité la meilleure décision que j'avais prise dans ma toute petite vie. Je ne souhaitais à personne de subir ce que j'avais subi, de devoir faire ce choix, mais aujourd'hui, je regardais fièrement derrière moi. Oui, j'avais commis une erreur, j'avais avorté, et je m'en remettrais. Il me faudrait probablement encore un peu de temps pour l'assumer pleinement, en parler avec Hatsuna et Yumiko, reprendre contact avec Armel, ou recroiser mes camarades de lycée sans trembler. Mais ces moments viendraient, je le savais. J'y étais presque. Je déglutis avec peine, mon regard toujours rivé à celui de cet homme génial qui s'était trompé un paquet de fois. « Papa ? » ?»« Oui. »« Tu sais pourquoi je suis venue te rejoindre au Japon ?» Il sembla surpris de me voir aborder le sujet maintenant, mais je sentais que cette question le taraudait depuis longtemps. « Non, je ne sais pas, » répondit-il posément, conscient que l'instant était crucial. Bien sûr, il n'avait pas gobé le simple décrochage scolaire prétexté par ma mère. Je pris une profonde inspiration. Si j'ai accepté de venir au Japon, c'est parce que... Mon pouls avait pris de la vitesse et j'avais du mal à respirer, mais je n'avais aucune raison de paniquer. C'était mon papa, un super prof, un monstre de tolérance et de bienveillance. Je replongeais mon regard dans le sien. Il s'attendait au pire, c'était évident. J'ai avorté. Le visage de mon père devint livide. Je le fixais, sereine. Je n'avais plus honte de ma décision parce que c'était la bonne et que j'étais prête à la défendre. C'était mon choix, personne n'avait le droit de le discuter, et tout ce qui comptait aujourd'hui, c'était apprendre à vivre sans me soucier de leur regard. À tous, sans exception. Je suis tombée enceinte, continuai-je calmement. J'ai avorté et je ne l'ai pas bien vécu. J'ai eu du mal à accepter mon erreur, j'ai beaucoup culpabilisé et il m'arrive de culpabiliser encore. Quand j'entends quelqu'un juger une personne pour ce choix, quand les discours des anti-avortements passent dans les médias. Mais j'avance et ça va mieux. Je fus interrompue par mon papa qui vint me prendre dans ses bras. Je restai figée, ne m'attendant pas à cette réaction. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Ce n'est pas ta faute, c'est moi et... » « Non, » m'empêcha-t-il de poursuivre. « Je n'ai pas réalisé. J'aurais voulu savoir, mais tu n'as pas pu te livrer à moi parce que tu n'avais pas confiance. J'aurais pu mieux prendre soin de toi, j'aurais pu te soutenir, je comprends tellement de choses à présent. Pardon. Pardon. » Sa voix tremblait tellement. Je fermai les yeux, laissant filer quelques larmes et l'enlaçai pour le serrer fort contre moi. « Tu vois, moi aussi, j'aurais pu faire mieux, » lui glissai-je à l'oreille. « Non, toi tu es parfaite. Parfaite, et rien ne pourra jamais le changer, » riposta-t-il. Pas de négociation possible, et ce ton péremptoire me fit sourire. Non, je n'étais pas parfaite. Et tant pis. Nous restâmes un long moment tous les deux ainsi. Je me sentais incroyablement légère et en paix avec moi-même.
À ce moment-là, j'aurais aimé pouvoir repartir en arrière et aller voir la pauvre Myrtille de 17 ans éplorée au fond de son lit pour la rassurer. Tu as pris la bonne décision. Tu vas voir. La sonnerie retentit. Mon papa me libéra de son étreinte. Il est là, annonça-t-il naïvement. Je ris doucement en essuyant mes joues humides. Oui, je n'ai pas fini de pleurer. Mon papa m'embrassa sur le front. J'ai de la glace à la vanille au congélateur. On mangera ça après si tu veux. Après. J'eus un haut-le-cœur en imaginant l'après, quand il serait parti. Merci, je crois que ce sera plus que bienvenu. Il me laissa m'éloigner, une main dans mon dos. Dans ses yeux, je pouvais lire « Courage, ma puce ». Et oui, du courage, j'en aurais besoin. Je soufflais et avançais jusqu'au Genkan où j'enfilais mes chaussures. Je pris une profonde inspiration pour trouver la force d'ouvrir la porte de la maison. Mon père ne me quittait pas des yeux. Il semblait presque aussi triste que moi. Je tentais de le rassurer avec un sourire, mais de toute évidence, je ne fus pas très convaincante. Je l'abandonnai pour sortir de la maison. Hayaté m'attendait devant le portail qui marquait l'entrée de notre jardinet et me salua d'un timide geste de la main. Il était habillé tout en noir et son regard trahissait un peu d'appréhension. Mon cœur accéléra sa cadence. Ces 3 derniers mois avaient été si doux, j'étais plus amoureuse que jamais. Et ce constat était horrible. « Hé !» lançai-je en arrivant près de la grille armée de mon plus beau sourire de façade. J'entr'ouvris le portail afin de pouvoir le rejoindre. « Salut !» répondit Hayaté d'une voix grave. Je me glissai à l'extérieur dans un lourd et pesant silence. Auparavant, seul Hayaté avait du mal avec les retrouvailles. Aujourd'hui, nous étions 2 à ne plus trop savoir comment agir. Bisous, câlins, distance amicale. Nous ignorions comment faire. « Alors, tu es prêt à partir ?» demandai-je sur un ton faussement enthousiaste. Il hocha la tête. Ma valise est bouclée, j'ai préparé tous les papiers pour l'immigration. Je suis officiellement prêt à partir. Il regardait ailleurs, piétinant discrètement d'un pied sur l'autre. Je le sentais stressé, un peu comme lorsqu'il s'apprêtait à jouer un match important. « Tu décolles à quelle heure ?» interrogeai-je dans l'espoir de l'aider à se détendre. Ma mère me dépose à l'aéroport vers 15h. Mon avion est à 17h. Ton frère n'a toujours pas, non ? Coupa froidement Hayaté. Oh, je vois. Depuis l'incident qui avait permis à Hayaté de briser les chaînes qui le retenaient au restaurant familial, Kai n'avait pas pardonné à son frère. Pourtant, pour lui, rien n'allait changer. Sayaka avait embauché un extra qui viendrait l'aider quelques heures par semaine sur le service du midi, pendant que Kai resterait posé sur son confortable piédestal à Osaka. Pour lui, c'était pareil. Était-il jaloux de voir son frère s'émanciper ? Je commençais à le croire, mais peut-être était-ce un arrangement avec moi-même, une façon de me déculpabiliser d'avoir semé la discorde dans la fratrie. Il se calmera, m'assura Hayaté, qui semblait indifférent à la colère de son frère. Je hochai timidement la tête en me mordant les lèvres. « Et du coup, tu atterris à quelle heure ?» J'atterris à Los Angeles à midi le même jour pour prendre une connexion. J'espère que je ne serai pas trop perdue. C'est la première fois que je sors du Japon et j'ai pris des risques. Je parle longtemps. Ne t'en fais pas, je suis sûre que ça va bien se passer. Et puis ton anglais est bon, tu y arriveras. Oui, grâce à toi, j'ai pu bien m'exercer. Merci. Je levai la main. Non, ne me remercie pas, il était déjà excellent avant. Il y eut un nouveau silence. Je baissai le nez sur mes pieds. J'avais l'impression de retourner 10 mois plus tôt, un certain soir de Matsuri. N'hésite pas à m'envoyer un message pour me dire que tu es bien arrivé, rappelai-je timidement. Je n'y manquerai pas. Et si tu es perdu et que tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit, tu peux me contacter. Je peux t'aider même à distance. D'accord. Je me mis à triturer nerveusement les manches de ma veste. Et puis, je veux bien voir l'internat où tu vas vivre durant ton stage d'été. J'aimerais beaucoup voir où tu es pour t'imaginer, tu vois, me justifiai-je, un peu mal à l'aise. Je te promets de t'envoyer des photos. Si tu te sens seule ou déprimée, tu peux aussi... Je ne t'oublierai pas, Blue. Ne t'en fais pas, m'interrompit-il avec un sourire discret. Je rougis un peu, mon regard rivé à mes pieds. Il leva la main pour placer une mèche de cheveux derrière mon oreille. « Tu as pleuré », constata-t-il. Je me tendis. Je ne pouvais pas lui mentir. Alors je me contentai de donner du menton en sentant les larmes revenir. Il me prit dans ses bras, lui qui n'osait jamais, son nez dans mon cou. « Pardon, Blue », me glissa-t-il. Je plissai les yeux, laissant les larmes couler. C'était trop. Je voulais être forte, je voulais le soutenir. Mais le laisser partir me faisait si mal. Je restai un moment à pleurer dans ses bras. L'idée que d'ici 24 heures je serais privée de ces sensations me broyait de l'intérieur. Je levai le nez vers lui pour plonger mon regard larmoyant dans ses yeux bruns qui pouvaient être si durs quand il condamnait l'adversaire, mais si doux lorsqu'il se posait sur moi. Et ils étaient si doux là tout de suite. Il se pencha vers moi afin que ses lèvres puissent atteindre les miennes. Un baiser d'une incroyable intensité.
Nous nous aimions trop fort, trop vite, trop tôt. Trop. Je m'éloignai et posai mon front sur le sien en fermant les yeux. Je n'ai pas envie que ça s'arrête. Moi non plus, souffla-t-il. Mes doigts couraient lentement le long de sa joue, imprégnant à jamais sa chaleur en moi. Je vais dire un truc horrible, annonçai-je. Vas-y, dis-le. Je ne veux pas que tu partes aux États-Unis. Il sourit, visiblement soulagé de m'entendre lui dire à haute voix. Pour être honnête avec toi, je n'ai pas envie de partir là tout de suite. Je revins échanger un baiser avec lui, le dernier. On parle toujours du premier baiser et rarement du dernier. Pourtant, il est aussi beau, il a exactement la même intensité, la même fragilité, celle de l'incertitude du lendemain. Je m'éloignai enfin. Il me retint par la main. « Il faut que tu ailles au bout de ton rêve », lui rappelai-je, la voix tremblante. Il me dévorait des yeux. J'ai 1 millier de rêves dans la tête là tout de suite, et pas un seul ne concerne le basket ou les États-Unis. Je ris, la vue brouillée par les larmes. Quoi qu'il advienne, je n'oublierai jamais les déclarations de Hayaté, sa simplicité et sa sincérité dans ses sentiments. Il m'avait appris l'amour, le vrai, celui qui marque, celui qui ne s'embarrasse pas de fioritures. Promets-moi de ne plus pleurer sur Papa Don't Preach. Je hochai la tête. Ça, c'était certain, je ne chouinerai plus pour une stupide chanson. Tu dois progresser au taiko aussi, et profite de cet été pour aller au Matsuri en yukata avec Hatsuna. De nouvelles larmes glissèrent malgré le sourire. Promis. Tu dois bien étudier le japonais, c'est important si tu veux comprendre un jour le joruri ou composer des haïkus. Il s'arrêta là, un peu ému. Il prit le temps de calmer son souffle. Tu dois devenir une spécialiste de l'art japonais renommée. Je déglutis avec peine. Deviendrait-il une star du basketball aux États-Unis? Peu probable. Parviendrais-je à vivre de l'histoire de l'art japonais? Aucune chance. Mais nous devions essayer. Promets-moi de donner tout ce que tu peux sur les terrains, sur chaque match, qu'il s'agisse d'un grand adversaire ou d'un tout petit. Il hocha la tête, décidé. Promis. Tu dois bien étudier l'anglais. Je reniflai. Ton dossier compte pour les universités. Tu dois absolument maintenir ta moyenne partout. Je travaillerai dur. Je levai l'index de ma main libre, la seconde étant toujours retenue prisonnière par Hayaté. Mais amuse-toi, profite, fais-toi des amis. Essaie plein de choses, tout ce que tu peux. Vivre à l'étranger, c'est une expérience inoubliable, tu peux me croire. Il sourit tristement. Je sais. Il lâcha alors ma main, me rendant ma liberté. Un spasme m'étreint la poitrine. Mon cœur se déchirait. Et à ce moment-là, je prenais conscience que la douleur, la vraie, c'était celle-ci. Aucune ne rivalisait avec la perte de ceux avec lesquels on partage des souvenirs. Absolument aucune. Hayaté m'aurait décidément tout appris. « Je t'aime », murmurai-je entre deux sanglots. J'avais utilisé le haishiteru tant décrié par Soseki. Oui, ça ne valait pas la poésie de la lune ou le sentiment d'avoir vécu le climax d'une vie, mais j'y avais mis tout mon cœur, et il ne manquerait pas de le voir. Hayaté sourit. Une larme glissa sur sa joue, et il ne prit pas la peine de me la cacher. Je t'attends déjà. Épilogue. L'épilogue est une illustration accompagnée d'un haïku. La luciole, un soir, 2 cœurs rassemblés, rire et larmes. L'illustration représente Hayaté et Myrtille sous les cerisiers en fleurs. Ils se regardent tendrement. Le jeune homme porte les cheveux longs et un t-shirt aux couleurs de l'équipe de basket de La Salle, une université de Philadelphie, laissant penser qu'il est parvenu à jouer en ligue universitaire. Myrtille, en face de lui, n'a pas changé physiquement. Elle porte un sac de cours en bandoulière où se trouve accroché un petit ourson rose fleur de cerisier ainsi qu'un talisman pour favoriser les amours, sans doute offert par Hachan. Dans la poche avant de ce sac, on peut apercevoir une carte étudiante aux couleurs de l'université pour femmes de Kyoto. Plusieurs années se sont écoulées et tous deux semblent avoir réalisé leur rêve. Du moins, en partie.